Bon, alors relance de ma chaîne Réveil des consciences, parce que je crois que plus que jamais, on aurait besoin de ce genre de réveil, mais en même temps, soyons réalistes, ce n'est pas d'actualité. C'est le monde que je regarde, le monde global, la planète et les hommes qui l'habitent, et qui semble à nouveau plongé dans une face sombre, une face un peu obscure. Il y a une phrase de Nietzsche là qui me vient, que j'avais notée, qui caractérise un peu ça, parce qu'il avait prédit: le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'ils tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute de la barbarie en seront la conséquence immédiate. Voilà, alors pour moi, c'est quelque chose qui peut tout à fait caractériser ce que je ressens, qui est en train de se passer actuellement et qui est, je veux dire, voilà, les signes indicateurs, puisque les élections aux États-Unis, c'est à la fin de l'année, au mois de novembre, avec une échéance en janvier 2025. Donc on voit bien que c'est sur ce court terme, un court terme de plusieurs années, que les choses sont en train de s'aggraver complètement. Et que, du coup, il m'apparaît important de faire part du regard que je porte déjà depuis de longues années, de l'attention que je porte à ce qui est en train de se dérouler, à des analyses qui donnent une forme de cohérence et d'explication à ce déroulé des événements, et bien sûr avec un éclairage humaniste, car très clairement, il y a un pessimisme de court terme, puisque là, on a le sentiment que on s'enfonce de façon assez inéluctable vers ce chaos, mais un optimisme de long terme, et c'est un peu ce que je veux transmettre, c'est le sens de ce qu'est l'humain, le destin de l'humanité, la construction, j'allais dire, de l'humanité. C'est un peu tout ça que je veux pouvoir aborder dans ce podcast. Voilà, alors c'est sûr que ces dernières années, j'ai traversé de nombreux doutes. Je voyais ces jours-ci une phrase de Stefan Zweig qui résume assez bien par quoi j'ai pu être habité, parce que se rendre compte que les gens que je côtoie, bah, ils ont plutôt envie de se détendre, de s'amuser, de rigoler, parce que effectivement les vies quotidiennes sont quand même chargées de soucis, chargées de charges psychiques, et que le peu de temps qu'on a disponible, ben, beaucoup ont plutôt envie de se détendre, et c'est tout à fait légitime, et c'est d'ailleurs une chose importante qu'il me faudra traiter ici, parce que ça a été longtemps vrai pour moi-même, et lorsque je travaillais, maintenant, voilà, j'ai 70 ans et ça fait une bonne dizaine d'années que je ne travaille plus, donc que j'ai ce temps libre, que j'ai cette situation, il ne faut pas s'en cacher, d'hyper privilégié. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, la vie des gens dans le monde, les zones de conflit, les zones de misère, ben voilà, être retraité aujourd'hui en France, c'est un privilège absolu, et j'en suis bien conscient, et sans doute que c'est ce privilège qui me permet de passer du temps, et aussi parce que c'est ma passion et mon, mon terrain d'intérêt, mais passer beaucoup de temps à me documenter, ce que je ne faisais pas à l'époque où je travaillais. Et ça s'appelle pour moi l'aliénation. Ben, j'y reviendrai. Mais du coup, c'est ce que je disais par rapport à mon entourage. Je dois dire que c'est difficile de confronter les idées, parce que peu de gens prennent le temps de se documenter comme je le fais, et forcément ça change un peu le niveau d'information et de compréhension un peu des sujets. Et puis
Aussi, et alors Stefan Zweig le dit assez bien dans cette phrase, toujours est-il que je ne les comprenais plus et ne pouvais me faire comprendre d'eux. Après le deuxième jour, je n'avertis plus personne. Pourquoi troubler des gens qui ne veulent pas se laisser inquiéter? Voilà, ça c'est vraiment la réalité profonde que je ressens. Stefan Zweig dit un peu dans le même passage, et pour poursuivre sa réflexion, que il en arrive à se demander finalement est-ce que les gens n'ont pas raison, parce que il dit bah moi je souffre doublement. D'abord parce qu'à l'avance je me dis qu'il y a des choses qui vont arriver et ça me perturbe, et puis au moment où ça arrive, eh ben, j'ai une deuxième couche, alors que les gens qui ne veulent pas être inquiétés ne vivent ces tourments que quand les choses se produisent. Enfin voilà, moi en tout cas ce n'est pas mon choix. Mon choix c'est de me pencher sur ce qui se produit et d'essayer d'avoir une réflexion sur le sens et sur la place, le destin de l'humain dans ce qui se déroule. Alors, deux sujets que je voudrais aborder, peut-être trois d'ailleurs. Le premier, ben, c'est ce vote du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième, c'est aussi ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui paraît vraiment, encore une fois, extrêmement important et sans doute plus, mais au niveau de ce qu'est en train de faire la Cour suprême dans le soutien de Donald Trump, et peut-être pour lui permettre à l'échéance d'une prochaine réélection de se comporter avec une immunité complète. Enfin ça c'est tout à fait terrifiant. Et puis le troisième point, bien sûr, c'est les effets du réchauffement climatique. Et comme je le répète, je le répéterai très souvent, c'est pour moi la chose qui doit éclairer le reste. C'est-à-dire que le réchauffement climatique est sans doute la plus importante menace existentielle, beaucoup plus justement que peut-être cette partie de l'élection du Rassemblement national et de l'émergence de l'extrême droite. Il dit quelque chose, beaucoup de choses sur lesquelles on peut se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Le dérèglement climatique vient nous apporter une réponse. Parce que le dérèglement climatique est une question complètement globale. C'est-à-dire que ce n'est pas à notre simple portée ici en France, on pourrait se montrer tout à fait exemplaire. Il n'en resterait pas moins que si les autres parties du monde, si l'ensemble des populations du monde ne se concertent pas pour agir, nous continuerons, comme c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, à faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre augmentent et que la gravité du problème augmente, et encore une fois avec une inertie très grande. Quand je dis encore une fois, c'est parce que je fais référence au contenu de mes vidéos d'il y a presque 2 ans, parce que c'est des sujets que j'ai maintes fois traités. Donc le dérèglement climatique, pour dire que ces temps-ci ont été marqués, il y a eu des épisodes, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement pas une journée aujourd'hui sans que des questions se posent, et que si nous ne sommes pas frappés ici, les informations nous montrent que soit en Espagne, soit en Grèce, soit en Allemagne, enfin un peu dans tous les coins du monde, il se passe des événements climatiques extrêmes qui font des dégâts, qui nécessitent aujourd'hui l'évacuation de personnes, des interventions d'urgence. On commence à se poser des questions sur l'habitabilité de certains secteurs. Hein. Donc on a eu, nous, ici, ces derniers temps, la Bérarde, ce village de montagne, qui a été pratiquement détruit par une coulée, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin de lave rocheuse, boueuse, etc. On a eu, dans le même temps, en Italie, en Suisse, des événements aussi tout à fait extrêmes, avec des destructions d'infrastructures
importante et dans un territoire déjà marqué. Donc, moi, j'habite en Savoie, un territoire de montagne, où actuellement, eh ben, toute la ligne de chemin de fer franco-italienne qui passe par le tunnel du Fréjus est arrêtée et jusqu'en novembre, et déjà c'était depuis l'été dernier où des effondrements rocheux menacent la ligne et que du coup le trafic est arrêté avec des travaux relativement importants. Et ça, c'est ce qu'on commence, j'ai l'impression, à peine à réaliser. Hein. Je regarde beaucoup les commentaires qui s'écrivent autour de ça. Alors sur la Bérate, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont bien analysé qu'il faut peut-être mettre en cause la question de centenale, bicentenale, puisqu'on a tendance à dire, bah oui, mais voilà, ça c'est le genre de chose qui ne peut se produire que tous les 100 ans. Et on l'a vu ça sur la vallée de la Roya, hein, au-dessus de Nice, où il y a eu, il me semble, un peu ce genre de choses. C'est-à-dire que quand il y a eu, il y a maintenant, je crois, 3 ans, cette catastrophe vraiment très importante des maisons emportées, des ponts complètement détruits, ben, on a abordé ça un peu en disant, bah oui, mais ça c'est le genre de phénomène qui peut se produire tous les 100 ans. En tout cas, voilà, donc on aborde les choses comme on a l'habitude de le faire, avec lenteur. Voilà, on fait du provisoire et puis on réfléchit qui va payer, comment on va faire, qu'est-ce qu'on construit et tout. Tout ça prend beaucoup de temps. Et puis manque de bol, effectivement, et c'est ça où il faut prendre conscience que les données temporelles sont en train de changer. Ben, 2 ans après, nouvel épisode qui pourrait être sans doute un petit peu moins violent, malgré tout, à emporter tout ce qui était provisoire. On refait du coup encore du provisoire et rebelote quelques mois après. Donc on voit bien qu'on entre dans une autre époque. Et ça, ce genre de choses, on le voit aussi. Je regardais avec ce qui s'est passé en Suisse, pardon, avec des dégâts quand même aussi relativement importants. Et je lisais les commentaires, pareil. Ah, ben c'est le truc, ça arrive tous les 100 ans. Alors peut-être que c'est les responsables en charge qui pour essayer d'expliquer pourquoi ça n'a pas été anticipé, bah, explique, voilà, vous comprenez, ce genre de choses, effectivement, ça ne peut se passer que tous les 100 ans. Donc, mais on ne sent pas encore dans les discours le fait de dire, bah, écoutez, tout ça est en train de changer et qu'il va falloir penser les choses complètement différemment. Autre point que l'on voit important, c'est la question des coûts qui est en train d'interroger énormément de monde. Dans nos pays de montagne, il y a eu beaucoup de travaux d'entretien, de réparation de routes supplémentaires qui sont en train de poser un véritable questionnement de coûts. C'est pareil aussi pour toute l'activité loisir, où le parc des Écrins, par exemple, voilà, s'est aperçu que des passerelles pour les randonneurs qui voilà, avaient nécessité un certain investissement ont été emportés et que maintenant on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas faire des choses beaucoup plus temporaires et qu'on remplace, parce qu'on se rend bien compte que maintenant ça ne tiendra pas longtemps dans le temps, qu'il y aurait des travaux beaucoup trop importants pour sécuriser de manière durable ces infrastructures-là, et que du coup on se met avec des questions de coûts qui commencent à inquiéter. Voilà. Alors tout ça pour dire, parce que effectivement on est quand même encore dans une phase de déni massif, et toujours dans la même période, je le disais, c'est en particulier sur la Floride, qui est aux États-Unis, la région où les retraités vont s'installer pour profiter du soleil et de la mer, qu'il y a un déni absolument complet des problèmes climatiques, alors que régulièrement ils sont quand même dans des zones humides, et qu'il y a eu ces dernières années, avec des cyclones, etc., des épisodes d'inondations catastrophiques, et il y a pour l'instant un déni complet. Alors les Américains, oui, sont vraiment, parce qu'ils sont à l'heure actuelle dominés par des conservateurs qui, eux, sont complètement dans le déni de ces choses-là.
Et voilà, Donald Trump qui considère que tout ça, c'est it's a joke, hein, c'est une plaisanterie qui est faite d'ailleurs pour qu'on puisse pénaliser les travailleurs américains. Enfin bref, tout ça n'est absolument pas pris au sérieux et voilà, pour l'instant, on en est là. Donc ça, c'est vrai que c'est le gros problème et encore une fois, c'est aussi une ligne directrice parce que elle dit bien la direction dans laquelle on devrait aller, qui est une direction de coopération entre tous les pays. Voilà, alors ça, je l'ai largement déployé dans mes 2 premières vidéos, hein, qui expliquent le réchauffement climatique, qui posait la question de la décroissance, en tout cas pour les pays riches, hein, voilà, pas de malentendu là-dessus. Et ça, ça sera des choses que j'aurai l'occasion de retraiter par la suite. Pour redire les choses, on ne peut que se mettre tous autour de la table pour envisager ce problème-là, et quand on envisage, quand on commence à réfléchir, à se projeter sur ce genre de coopération, on voit bien que pour que ça fonctionne, il y a des bases, et les bases, c'est l'équité. C'est-à-dire que ça remet en cause tous les avantages acquis par les blancs européens chrétiens qui ont, comment dirais-je, colonisé la planète, qui ont fait des grands remplacements aux États-Unis, au Canada, en Australie, et qui ont dominé le monde, hein, d'abord par l'esclavage, la colonisation, et puis maintenant une forme de néocolonialisme où tous les avantages financiers et technologiques, économiques, politiques, militaires sont employés pour faire en sorte que l'on maintienne cette captation des ressources de la planète. C'est en train de changer depuis déjà quelques dizaines d'années. La Chine, l'Inde et maintenant aussi l'Arabie Saoudite, qui était le fournisseur de pétrole soumis un peu aux volontés américaines et avec les pétrodollars entre autres. Voilà, tout ça maintenant est en train de changer à grande vitesse, c'est tout à fait légitime, et c'est certainement une part explicative de ce repli sur soi, de cette espèce de nostalgie de la grandeur, de cette relance d'ailleurs d'un suprémacisme blanc, parce que c'est bien ça qui est en jeu et que l'on voit, que l'on voit poindre, parce que le monde est en train de changer, parce qu'effectivement, il nous faudrait maintenant revenir sur ces avantages acquis, puisque nous sommes, nous, les pays les premiers industrialisés d'Europe, des États-Unis, et puis il y a aussi bien sûr d'autres, hein, la Russie, enfin tout ça je l'ai documenté dans mes vidéos, mais responsables à 90% du réchauffement climatique. Donc pourquoi, comment aujourd'hui ose-t-on vouloir empêcher le Rwanda, le Sénégal, de développer une économie avec des énergies fossiles, sous prétexte qu'effectivement les données disent qu'il faut absolument cesser d'utiliser des énergies fossiles? Oui, mais écoutez, pas au point de ne pas autoriser ces pays qui ont aussi, parce qu'on n'a jamais fait les efforts, quoi qu'on en dise, de les aider à se développer, aujourd'hui, voilà, ils ont la possibilité, par ce biais, de permettre à leur population d'accéder à une vie plus digne. Donc comment oserait-on les en empêcher? Alors voilà, donc équité, coopération, on en est très 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 loin. C'est catastrophique, ça il faut bien le dire, parce que on n'a pas non plus un temps infini devant nous pour réagir à cette menace existentielle des événements climatiques extrêmes que, puisqu'on ne fait rien, ils vont croître, ils vont continuer à prendre de l'ampleur et à nous menacer, clairement, puisque ça va finir par toucher certainement les récoltes, voilà, donc probablement l'alimentation, avec les infrastructures, avec certaines zones du monde qui vont devenir inhabitables, donc qui vont provoquer
des, des migrations, hein, dont on sent aussi que c'est un problème assez important. Alors, deuxième sujet, la montée du Rassemblement national en France. Bon, alors mon regard là-dessus, si vous voulez, il se résume très bien par un schéma hein, que je mettrai, donc ça vous pouvez le regarder sur YouTube, mais dans ce schéma, on voit un bateau avec les voiles aux couleurs du drapeau de la France, donc c'est la France, qui est dans une espèce de... oui, dans une piscine, on va dire, et puis qui dit, voilà, à gauche, à gauche, à gauche. Et puis quand on prend du recul, on s'aperçoit que la piscine dans lequel il y a ce bateau France, elle est elle-même sur un autre bateau plus grand, et c'est le bateau Europe, avec toutes les voiles aux couleurs du drapeau européen. Donc pour bien montrer que nous n'avons plus la liberté de faire n'importe quoi au sein de ce bateau-là, puisque de nombreuses règles de ce qui nous fait avancer et du cap que nous prenons nous sont données par ce bateau européen. Et puis, en prenant encore un peu de recul, on s'aperçoit que ce bateau européen, il est sur un autre bateau encore beaucoup plus large, qui est le bateau états-unien. Et ça, alors je trouve d'ailleurs très intéressant que ce dessin soit sorti. Enfin, moi, c'est la première fois, il y a quelques jours, quelques semaines, enfin, que je le découvre, parce qu'il symbolise, à mon avis, complètement quelque chose qui reste dans un angle mort de nos réflexions. Et que moi, j'ai effectivement largement déjà développé il y a 2 ans dans mes vidéos, pour dire quelque part que nous sommes dans un monde global, et c'est bien le thème qui est repris par les politiques, un peu partout, hein, pas qu'en France, mais qui est le thème de dire il faut retrouver notre souveraineté. Il faut pouvoir décider de notre destin. En gros, et ce que je viens d'expliquer avec le climat, c'est que il faudrait, et ça c'est un peu inéluctable de toute façon, que nous allions vers plus de modération, vers plus de sobriété. Or ça, nous ne sommes pas capables de l'entendre, nous ne voulons pas l'entendre, parce que c'est punitif, voilà, hein, c'est les grandes phrases qui ressortent. Mais donc nous voilà embarqués dans ces bateaux, nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Et je crois qu'effectivement, si on revient à la situation française, que c'est vraiment la caractéristique politique de ces dizaines d'années. Voilà, alors si on remonte à Sarkozy, Sarkozy a été le premier qui a carrément comment dire, relancé ce qu'on appelle l'atlantisme, c'est-à-dire qu'il s'est tourné vers le modèle américain en disant voilà, ce modèle-là est formidable, on se retourne on renforce nos liens avec l'Amérique et on copie un peu leur façon de faire puisque ça marche, ils font plein de fric, etc. Et voilà, il a vraiment réouvert cette voie, là où Chirac, avant lui, freinait des cas de fer, je pense, pour essayer de maintenir en place le système français. Effectivement, Sarkozy, c'est vraiment par lui qu'a commencé l'attaque de ce qui fait vraiment la spécificité française, qui sont les services publics, hein, de santé, de social, les retraites, l'accompagnement social, enfin, etc. Et lui a vraiment commencé à attaquer ça, puisqu'effectivement, si on se, comment dirais-je, si on se rapproche du système américain, eh ben, ce système américain, lui, il n'est pas comme ça. Tout est privatisé et ben, les riches ont un accès privilégié. Et puis les pauvres, ben, écoutez, tant pis pour eux. Et ça, alors derrière ça, il y a une vision de l'homme dont il sera extrêmement important de parler. Et c'est un peu aussi l'objet final de ce podcast. C'est de voir quelle est la vision de l'homme qu'il y a dans cette différente façon d'appréhender le monde et de montrer aussi à quel point il y a là comment une espèce de travestissement, y compris de toute la dimension spirituelle et religieuse.
Mais donc, oui, Sarkozy nous a lancés dans cet atlantisme, et Dieu sait si ça a frotté. Et ensuite, Hollande, et ça, c'est ce que les derniers les derniers présidents, donc Hollande, Macron, ont très bien compris et savent très très bien faire avec tous les outils du marketing, d'une réflexion. C'est qu'est-ce qu'il faut dire aux électeurs pour être élu. Et grosso modo, l'élection de Hollande, elle était 80% sur ce que là où ça frottait avec Sarkozy, j'essaye de me positionner complètement à l'écart et de taper là-dessus. Et c'était 80, encore une fois, à mon sens, 80% de ces arguments. Et puis il y a eu ce fameux mon ennemi c'est la finance. On dit tiens, il a vu juste. Et puis je pense que Hollande, voilà, donc il a fait tout ce qu'il fallait pour être élu, mais que une fois élu, comme les autres, il s'est aperçu de cette histoire de bateau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas les commandes en main. Et si personnellement, j'ai un reproche à lui faire, c'est pas tellement d'avoir changé de cap, parce que je vois pas comment il aurait pu faire vraiment différemment. Voilà, ça c'est des choses qu'il faudrait m'expliquer, mais c'était pas évident encore une fois. Si on regarde ce schéma des bateaux, le bateau français, européen et le bateau américain dans lequel il est contenu, ce que, encore une fois, je détaille dans d'autres vidéos, donc je vais pas y revenir, de toutes ces institutions transnationales, les accords, les choses croisées, puis les Américains qui se montrent extrêmement agressifs avec le dollar et qui, après avoir imposé le dollar comme la monnaie de réserve mondiale, et en tout cas pour les Occidentaux, et puis d'échange pour le pétrole et autres, finissent par dire maintenant si vous utilisez le dollar, vous devez appliquer les lois américaines, enfin ce qui est un scandale absolu, mais avec des pénalités très fortes en utilisant la menace d'interdire l'accès à l'utilisation du dollar à ceux qui n'obéissent pas à la loi américaine. Voilà, donc Hollande, il s'est aperçu de ça, et à mon avis, du coup, le reproche que je lui fais, c'est de ne pas l'avoir dit, de ne pas l'avoir expliqué, en disant, mais écoutez, je vous ai annoncé un cap, mais je ne peux absolument pas le prendre pour telle et telle raison. Et c'est vrai qu'en général, de toute façon, les monarques n'aiment pas avouer qu'ils n'ont pas les commandes en main, d'avouer leur impuissance, d'avouer qu'au fond, ils ne décident pas les choses. Ils n'aiment pas ça. Bon, et ça, c'est son grand tort. Alors, il a peut-être dit, mais s'il l'a dit, ça a été absolument inaudible, parce que serait peut-être, en tout cas sur sa personne, limité, et du coup, la reproduction du même problème, avec un Macron opportuniste, fasciné lui aussi par le modèle américain. Voilà, le jeune complètement inscrit dans ce monde de la Startup Nation, des rouages de la finance, et qui reçoit BlackRock à l'Élysée régulièrement, et qui fait qu'effectivement, la France, objectivement, et dans ce système de repères-là, se situe plutôt bien, voilà, mais en introduisant le chaos social à l'américaine, c'est-à-dire en détruisant petit à petit, alors ça se fait lentement mais sûrement, tout le système des services publics à la française, qui maintenant sont tous dans des dysfonctionnements avec des gens qui font des burn-out, qui sont en souffrance au travail parce qu'on a retiré tellement de moyens que c'est sur le fil, avec, voilà, je vais pas étendre ça, puisque ça fait partie de l'actualité sociale en France au quotidien, mais c'est ça. Alors, et c'est intéressant de voir, parce que, historiquement, la particularité, la spécificité française, et on le doit à Jean Moulin, puisque c'est Jean Moulin qui a convaincu le général de Gaulle qu'il fallait
pour redonner quelque chose, un souffle à la France, qu'il fallait rassembler tous les courants de la résistance, qui n'était pas évident, et en particulier le Parti communiste. Parce que, et quand on se penche sur l'histoire de cette période, on s'aperçoit que le Parti communiste était le grand, comment dirais-je, le grand sujet de clivage. Le Parti communiste a été interdit au début, puisque quand il y a eu le pacte germano-soviétique, le Parti communiste, quelque part, a soutenu Hitler, hein, entre guillemets, avant de changer, en particulier quand Hitler va attaquer l'Union soviétique. Mais donc il y a eu un comportement très ambigu du Parti communiste français, d'une part. D'autre part, Staline, il y avait déjà eu des massacres absolument considérables, des famines dont on parle aujourd'hui à propos de l'Ukraine dans les années 30, et même si effectivement il y avait un secret voilà, assez considérable pour éviter que les choses se sachent trop, il y a quand même des gens qui étaient informés de ce qui se passait. Donc il y a toujours eu ce rapport un peu ambigu avec le Parti communiste, avec l'Union soviétique, et donc on s'est aperçu après, à raison, hein, cette distorsion qu'il pouvait y avoir entre des idées généreuses et une réalité stalinienne d'oppression qui s'est montrée absolument terrifiante. Et toute l'histoire de cette collaboration s'est construite aussi là-dessus, puisque le discours de la propagande allemande qui a été ensuite relayée, reprise par Vichy, mais c'était luttons ensemble contre le bolchevisme. Hein, c'était vraiment le truc permanent, obsessionnel, j'allais dire. Et donc, quand on fait le STO, service du travail obligatoire, hein, c'était de dire, nous, les Allemands, on donne notre sang pour lutter contre le bolchevisme, donc vous donnez le travail, venez travailler en Allemagne pour nous aider à lutter contre le bolchevisme. Et dans la résistance, et je me suis beaucoup penché sur l'histoire de la Haute-Savoie, de la résistance dans la Haute-Savoie avec le maquis des Glières, mais ça a été un phénomène absolument marquant où il y avait des discussions entre une partie de la résistance et le gouvernement de Vichy, enfin ses représentants, pour dire, écoutez, nous, on n'en veut pas aux jeunes Français qui se sont laissés fourvoyer, etc. Nous, ce qu'on veut et ce qu'on voudrait que vous nous laissiez détruire, c'est les communistes. Il y avait aussi, du coup, les Espagnols, puisque... voilà. Donc, si ça a été vraiment quelque chose de marquant, donc pas évident. Et Jean Moulin est celui qui a su convaincre le général de Gaulle qu'il fallait réunir malgré tout le monde autour de la table, et ça n'a pas été simple. Il y a eu des résistances très très fortes de la part des groupes de droite, hein, de mémoire, je crois que c'est Combat, Pierre Freinet, Pierre Freinet, je ne suis pas sûr de son prénom, enfin bref. Mais il y a eu une résistance très forte pour essayer de s'opposer à ça. Et en fait, c'est ça qui a créé le Conseil national de la résistance et qui a été à la base d'un développement justement au lendemain de la guerre, de la mise en place de cette spécificité française auquel les Français sont à juste titre, enfin très attachés, et aujourd'hui forcément assistent avec désolation au désastre qui est en train de se passer, de cette liquidation, qui est une façon de se rapprocher des normes américaines. Et c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, la simple évocation du socialisme, ça y est, c'est le couteau entre les dents, c'est le diable absolu, c'est le truc complètement fou, donc sans parler du communisme. Et donc oui, les Français ont eu cette vraiment particularité, et encore une fois, je crois qu'il faut
remercier Jean Moulin qui s'est battu là-dessus, et le général de Gaulle qui a accepté ça, c'est-à-dire, au fond, de prendre le bon de ce que pouvait être le Parti communiste et les idées sociales du Parti communiste, et de l'associer au reste de la société pour en faire cette spécificité française aujourd'hui en cours de démantèlement à cause de ce grand bateau américain dans lequel nous avons inscrit l'Europe, dans lequel nous nous inscrivons nous-mêmes. Et oui, d'où du coup cet appel à retrouver notre souveraineté. Mais donc, pour poursuivre ce schéma, voilà Macron qui a parfaitement, lui, intégré tous ces modes de fonctionnement du capitalisme financier qui est en train de ubériser la société française en détruisant, voilà, donc là, à nouveau, et du coup, qui sont ceux qu'on n'a pas encore essayé et qui nous disent que grâce à eux, on va retrouver notre souveraineté. Alors, à mon sens, il y en a deux. Il y a le Rassemblement national et puis il y a LFI. Voilà, Mélenchon. Voilà, et Mélenchon, au fond, ils reprennent cette espèce de poncif de dire oui, mais Hollande, au fond, il a trahi ses engagements. Et nous, eh ben, nous allons faire un programme, j'allais dire, scientifiquement étudié, tout est carré, tout est ok, et puis croix de bois, croix de fer, je vais en enfer. Ce programme-là, absolument pas question de le trahir. Voilà. Alors, honnêtement, moi je vous le dis, je n'y crois pas une seconde. Le monde est dans cette globalité mouvante, ou alors, pour arriver à faire ce genre de choses, il faudrait avoir un large consensus de la population pour dire « Ok, nous contre le monde entier ou contre le monde occidental entier, mais je veux dire, il faut être sacrément puissant et avoir une majorité absolue, incontestable, pour arriver à imposer quelque chose qui risquerait de nous marginaliser dans la marche du monde, avec peut-être, oui, la possibilité d'entraîner derrière nous, si on était capable d'engranger certains succès. Mais on voit bien que c'est pas dans le vent de l'histoire à l'heure actuelle. Alors les Anglais qui sont en train de revenir, hein, mais parce qu'eux ont tenté le coup du Brexit, c'est-à-dire ont tenté le coup de ce que d'ailleurs à un temps le Front National proposait, hein, c'était ça, on s'en va. Et au fond, le Front National montre que tant qu'il n'était pas au pouvoir, il pouvait dire à peu près tout ce qu'il voulait, mais quand il approche de la possibilité d'envisager qu'il soit aux commandes, on le voit faire machine arrière pratiquement sur tous les sujets. Donc, en tout cas, voilà, c'est cette illusion du retour, de la reprise de souveraineté, avec aussi, bien entendu, toute la question lutte contre l'immigration, la sécurité, qui sont des vraies questions que les Français se posent parce que, pour certaines raisons et dans certains endroits, ils le vivent très mal et on peut tout à fait le comprendre. Et c'est d'ailleurs la faiblesse, alors c'est un autre sujet, je ne vais pas le traiter ici, mais de tous les courants de pensée écologistes, etc., c'est qu'eux, ils voient ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète par rapport au climat. Mais alors que le climat international, enfin le contexte politique international n'est pas du tout prêt à cela, et au fond, ils ne répondent pas à la question de comment on règle ces problèmes immédiats de sécurité, etc. Enfin bon, ça c'est un autre sujet tout ça. Mais donc, voilà, de voir que on est toujours dans l'illusion de penser qu'on va retrouver notre souveraineté, et là justement où la problématique climatique nous dit mais c'est pas ça la voie.
la voie, puisque retrouver notre souveraineté, ce serait en disant il faut démondialiser, il faut sortir de cet engrenage-là. Or, le climat est en train de nous dire, alors non pas qu'il faille tout mondialiser, mais en tout cas qu'il faut s'entendre au niveau mondial avec tout le monde, ce qui entraîne l'équité, etc. Et qu'on n'est absolument pas prêt, puisque toute cette souveraineté, c'est aussi moi d'abord. Donc avec la nostalgie de la période coloniale, donc ça relance le suprémacisme blanc, le racisme, et ça c'est un autre sujet, mais que très très important à regarder, mais en quoi tout ça c'est l'ombre des sujets qu'on n'a jamais voulu tellement regarder en face et qui forcément nous rattrape à un moment, et ce moment c'est maintenant. Alors, dernier sujet que je voudrais traiter, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce qu'il y a vraiment des choses gravissimes qui sont en train de se passer. Alors là aussi, je traite, j'ai déjà beaucoup traité le sujet de Donald Trump et le sujet de comment les conservateurs aux États-Unis, et depuis Reagan avec Bush, etc., ont carrément noyauté la vie politique américaine, ont tout dérégulé. C'était vraiment ce que disait Reagan, l'État est le problème. Et bien ça, ils ont liquidé tout ça, et c'est très très inquiétant. Et puis surtout, cet arrêté sur l'immunité du président, qui rend un truc complètement ambigu, qui fait que déjà tous les procès en cours, toutes les instructions sont quasiment à reporter sine die, puisqu'il va falloir d'abord poser cette question, est-ce que l'immunité de son action en tant que président est concernée ou pas? Et puis, voilà, il y a vraiment de dire que s'il est réélu, il pourrait presque se permettre de demander aux unités spéciales américaines de liquider un opposant politique, et il serait immunisé de cela. Il pourrait toucher de l'argent en échange de faveurs, il serait immunisé de cela. Enfin, c'est absolument terrifiant. Et en même temps, là c'est pareil, mais c'est l'ombre du suprémacisme blanc, de cette folie, et j'en finirai par là. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, je dirais ces derniers mois, c'est ce sentiment personnel de me sentir désabusé par ce que tout cela montre du côté irrationnel de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'un gars comme Trump, qui est un menteur invétéré, qui est un tricheur, qui est un magouilleur, voilà, j'en passe et des meilleurs, qui est pris dans cette espèce de folie, bon, que j'ai déjà largement déployée, donc je ne vais pas forcément y revenir. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos, en particulier celle où je parle de sa nièce psychologue, qui a écrit là-dessus l'homme le plus dangereux du monde. Et l'homme du plus dangereux du monde, il est en train de préparer son retour au pouvoir de la nation la plus puissante du monde. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer, avec une Cour suprême qui lui ouvre un boulevard pour le grand n'importe quoi. Donc oui, ça c'est très clairement, on va vers un... Et tout ça c'est pas rationnel, c'est pas accessible à la raison. Et oui, désabusé, et en même temps, du coup, si j'ai été abusé, ce n'est jamais que par moi-même, c'est-à-dire par une certaine forme de naïveté et d'idéalisme, de penser que l'homme, voilà, un fond, et ça j'y reviendrai parce que ça ne détruit pas ça, c'est juste que ce constat que en ce moment, on a décroché, la phrase de
de Nietzsche que je citais en exergue est là, et c'est vraiment tout l'objet des choses que je voudrais déployer dans ce podcast. C'est qu'on est à nouveau, et c'est étonnant pour moi, euh, euh, espérant que l'homme tire les leçons de son passé, que l'intelligence l'emporte. Eh bien non, à nouveau, et y compris donc dans les pays les plus, on pouvait le penser, développés intellectuellement, se déploie quelque chose de complètement irrationnel, de complètement fou, et qui est une vraie menace chaotique. Voilà. Mais c'est sans doute à bien y réfléchir quelque chose sur lequel il nous faut passer, parce qu'on a été beaucoup trop dans le déni. Toutes les choses qu'on n'a pas voulu voir, toutes les choses que l'on rejette pour, et Nietzsche le dit très bien finalement, pour conserver le plaisir. Hein, nous, le plaisir, tous nos pays européens blancs, chrétiens, et leur succursale, j'allais dire, en tout cas leur extension américaine, canadienne, australienne, etc., se sont enfermés dans un déni complet de la réalité de ce qu'ils ont fait. On est encore très habité par, je ne sais pas, chez nous les droits de l'homme, aux États-Unis, l'idée d'être béni des dieux et envoyé par Dieu pour sauver le monde et répandre la démocratie. Enfin, derrière toutes ces grands palabres et grandes, je ne sais pas quoi, prétentions, il y a un tout autre univers, et qu'on a tout fait pour ne pas regarder. On a freiné des cas de fer, on a même sorti des lois en France, aux États-Unis, pour éviter d'enseigner les aspects plus réalistes, mais qui auraient pu être perçus, donner à certains des sentiments de honte. C'est ce que dit la loi américaine. Il n'est pas question que des enfants, on leur enseigne des choses qui pourraient leur donner un sentiment de honte. Mais bon, d'abord, enfin tout ça, on pourra en reparler, c'est une illusion, ça ne les concerne pas. Et c'est surtout un refus collectif de regarder une triste réalité en face. Et donc, comme chaque fois, et en psychologie, et dans nos vies individuelles, c'est aussi comme ça que ça se passe, chaque fois qu'on ne veut pas voir quelque chose, eh ben, on se dirige dedans et on se plante dans le mur, et avec souvent une phase de dégâts. Et je crois que c'est ce vers quoi nous sommes en train d'aller, des fois malheureusement en appuyant sur l'accélérateur. Et je finirai par cette phrase que je cite plusieurs fois dans mes vidéos, mais on est en train, c'est Paul Virilio qui disait cela. Il dit, il voulait d'ailleurs qu'on développe une science des catastrophes, qu'on étudie les catastrophes, non pas pour faire peur, mais pour faire face, et en disant, faute de cela, nous entrons dans le temps des conséquences. Écoutez, voilà, je crois ce qui est en train de se passer, et j'ai l'idée de relancer ces podcasts pour essayer de donner du sens, de donner, une vision de l'homme qui permette quand même d'entrevoir qu'il y a une porte de sortie à tout cela, que, notre humanité va être mise face à des défis importants dans ces périodes chaotiques, que cela va être important d'essayer de garder notre humanité, de ne pas se laisser entraîner dans les côtés les plus sombres qu'il y a en chacun de nous. Ils sont à l'intérieur de moi-même. Je veux tenter par mes podcasts, par cette réflexion, et que je souhaite aussi bien sûr partager avec tous ceux qui voudront le faire, une espèce de recherche explicative pour sans doute travailler à ce réveil des consciences qui paraît plus que jamais nécessaire.